Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Brian de Relief Rehab et on va parler de gêne et blessures en force athlétique. Bon, Brian, je pense que tout le monde te connaît, honnêtement, mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter un peu et ce que tu fais? Salut Romain. Bon, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui me connaîtra quand même. Mais ouais, du coup, je m'appelle Brian. Je suis kiné de formation et j'utilise du coup les compétences que j'ai apprises en formation kiné initiale, dans mes formations par la suite et de par mes recherches, mon intérêt autour des sciences de l'entraînement, ma propre pratique en force athlétique, ben, j'utilise toutes ces compétences-là pour pouvoir aider les pratiquants de force athlétique du coup sur l'aspect réhabilitation, gestion des douleurs, gestion d'une blessure, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a des athlètes qui se blessent en force athlétique? Quelques-uns, ouais. Quelques-uns. Ok, ça arrive. Et du coup, moi, de ce que j'ai pu voir un peu sur les réseaux, et bon, je dois admettre que je suis assez partisan de ton approche, c'est que tu crois pas trop en tout ce qui est exercice miracle, etc. Je t'ai vu souvent balayer les trucs comme ça. Tu penses Je pas qu'il y a un suis exercice magique pour sauver ta hanche, quoi? Je suis pas trop fan. Je pense que oui, il y a un exercice magique, mais l'exercice magique est propre à chacun, propre à un moment donné, en fonction de, tu vois, si t'es plus ou moins avancé dans ton état de douleur, de pathologie ou autre, propre à un moment de la saison, parce qu'à chaque fois, les demandes, les besoins sont différents, le contexte est différent. Donc oui, je crois aux exercices magiques, euh, mais à des exercices magiques différents pour chaque moment. Hmm. Donc, euh, donc, Ouais. mais il n'y a pas d'exercice magique à garder à vie ou qui sert pour tout le monde ou autre. Ouais, donc a priori, tous les trucs du t'as mal au dos, fais cet exercice et t'inquiète, en 2 semaines, t'auras plus rien. A priori, t'y crois pas trop, quoi. Ben, c'est comme si tu compares ça à des programmes qui sont tout faits en FA, tu peux en avoir qui sont très bien et qui peuvent correspondre à plein de pratiquants, mais tu vas toujours laisser beaucoup de gens de côté. Ouais, en fait, tu vises au hasard, quoi. Ça va correspondre à En peut-être fait, une c'est personne ça. sur 10 et ouais. Exactement. Et du coup, ben, les gens chez qui ça a fonctionné, ils vont commenter la vidéo, ouais, incroyable et tout, ça a fonctionné. Mais du coup, tu tombes dans ce biais de. Il y a des gens à qui ça va pas correspondre et qui vont pas le partager ou renforcer cet exercice-là. Ouais, bien sûr. Et je pense que même ça peut être un peu frustrant pour des pratiquants où tu sais, tu commentes, tu sais, tu vois que l'exercice il est censé être magique. Tu vois 100 personnes dans les commentaires qui disent ah merci, ça a tout changé. Et tu te dis bon, moi ça n'a pas Et en marché. fait, pas pour moi, ouais. C'est Ouais, ça veut clair. dire que t'as un cas désespéré en fait. C'est clair. Mais ouais, en fait, ce qui me pose problème, c'est pas tellement le fait que les gens montrent des exercices sur Insta ou autre. Au contraire, moi, je le fais aussi. Ouais. Mais c'est le discours qu'il y a derrière, tu vois, de fausses promesses. Parce qu'ils savent très bien que ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Bah, Et justement, en fait, je pense que tu serais étonné, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup aussi qui pensent sincèrement qu'il y a un truc magique où, tu vois, on voyait, parce que je sais qu'en réhab, il y a eu pas mal de modes. À un moment, tu sais, il y avait, tu sais, l'ISO, c'est magique. Si tu fais de l'ISO, c'est bon, tu vas être, tu vas être réglé en 2 semaines. Si, à un moment, il y avait les élastiques, etc. Et en fait, bah, c'est juste des outils, quoi, c'est ça? ouais. Et en fait, ce qui entre guillemets, m'énerve encore plus, c'est que parfois, il y a des choses qui sont très bien, mais ils les mettent à un tel niveau, ils les vendent à un tel niveau que ça finit par me saouler, tu vois. Là, Ouais, chaque fois que ouais. je tombe sur des vidéos de Cars de Trails qui parlent que de ça, où ils te le mettent vraiment au-dessus de ce que ça vaut, ça me saoule parce que c'est un outil que j'utilise moi-même et je me dis, non, mais moi, je vais pas avec ce discours-là ou je vais pas avec ça. Mm. Pareil pour l'ISO. J'adore l'ISO. Mais pareil, on ne peut pas le survendre non plus. Ça ne peut pas traiter toutes les problématiques. Ça va traiter les problématiques que l'ISO doit traiter. Et les problématiques qui vont bien répondre à de l'ISO. Et c'est pareil pour tout, en fait. Et par exemple, est-ce que tu aurais une idée d'un exemple concret de là où tu pourrais te dire, ouais, de l'ISO, ça peut être adapté dans ce cas-là, tu vois, pour que peut-être les gens ils puissent se faire une idée. Ouais, alors il n'y a pas de pathologie type et ça dépend de ce qu'on cherche à développer. Par exemple, l'ISO, en fait, ça dépend de ce que tu cherches à induire comme adaptation. Tu peux le mettre en place sous plusieurs modalités. La plus connue, ou celle dont on nous parle le plus en école de kiné, c'est les effets antalgiques de l'ISO. On sait que le fait de maintenir une contraction ISO pendant 30, 40 secondes, une minute, a des effets antalgiques. Et ça marche très bien, par exemple, dans le cadre de tendinopathie ou autre. Donc ça marche très bien pour ça. À part ça, on a également des effets structurels, où on va avoir des adaptations au niveau tissulaire qui, pareil, quand on maintient une contraction ISO sur un certain temps, on va avoir des adaptations structurelles au niveau des tendons. Donc, par exemple, pour les tendinopathies, c'est une très bonne pathologie pour laquelle on pourrait mettre en place de l'ISO. Après, à tout l'aspect performance, neuromusculaire, gain de force, etc. Donc ça s'applique un peu à tout. C'est juste que tu vas choisir de faire de l'ISO
devant une autre chose parce que tu veux plus passer de temps sur cette zone-là Oui. ou autre. Et en fait, ça, c'est le gros avantage. C'est que même au-delà de tout l'aspect tendinopathie où il ne faut pas faire que ça, hein, mais l'ISO prend une bonne partie dans le traitement. Même pour d'autres problématiques, ça peut te servir à gagner en mobilité. Si toi, ta problématique, c'est un problème de mobilité au niveau de la hanche, ben, tu vas passer par de l'ISO combiné à d'autres choses qui vont te faire gagner en mobilité. Finalement, c'est juste passer du temps sur cette Ouais, zone-là ouais. et habituer au tissu, familiariser ton système nerveux, tes tissus à cette zone-là. Donc finalement, tu peux l'utiliser pour tout. C'est comme un ingrédient en cuisine, tu vois. Tu te dis, Ouais, ben, la farine, c'est super bien pour faire des pizzas, mais pas que, tu vois. ouais, c'est Ou sûr. le pain. C'est pas que tu peux faire plein de choses avec. Donc là, c'est pareil. Puis a priori, si tu as envie de faire un cocktail, tu vas pas utiliser de la farine, quoi. Oui, voilà, exactement. Donc, ouais, ça dépend. Mais disons que dans le cadre des tendinopathies, ça prend pas mal de place. Mm. Et après, pour d'autres problématiques, ben, c'est utile pour gagner en mobilité, se renforcer sur certaines amplitudes. Donc, finalement, ça peut rentrer dans plein de problématiques qu'on peut rencontrer en EFA. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est relativement spécifique à ce qu'on fait en EFA, Mm. Ouais, pour le coup, par c'est sûr. rapport à la vitesse ou autre. Donc, pour ça, c'est bien. Est-ce que à l'inverse, tu aurais une application dans laquelle bah, tu penses que ça serait moins adapté, en tout cas, tu vois? L'ISO, Ouais, ben, un contre-exemple. en EFA? Ouais, par exemple. Bah, je pense que c'est là où tu auras le plus peut-être de facilité pour répondre, quoi. Après, si ça sort du contexte de l'AFA, je t'en veux pas, hein, c'est pas grave. Non, 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 parce que même pour d'autres sports, ça peut être utile pour, ben déjà pour te renforcer, même dans les sports d'endurance ou de Ouais, ouais. vitesse, ça peut être utile pour travailler certaines qualités. Mais dans la FA, peut-être, oui, sur une phase, il y a un pouce qui apparaît. Euh, Peut-être dans une phase un peu plus sensible, aiguë, douloureuse, sur des douleurs un peu articulaires. Mm. Euh, il faudrait très bien adapter l'ISO pour qu'il passe bien. En fait, ça dépend aussi de quel exercice tu fais. Si tu fais un ISO sur juste une extension lombaire ou un GHD, ou si tu fais l'ISO sur un deadlift au sol, tu vois, sur la partie basse. Donc ça dépend du mouvement aussi qui te trigger ou pas. Mais c'est sûr que répéter un ISO, un mouvement qui trigger ta douleur sur la partie qui te fait mal et en plus sur la phase où tu es bien douloureux, ça peut trigger davantage les douleurs et irriter davantage les tissus. Donc, Ouais. il faut choisir aussi quand est-ce quand est-ce qu'on le fait. Ouais, ça me fait marrer parce que du coup, ça me fait penser à une anecdote où Roman, il sortait d'une micro-déchirure à l'adducteur et il Hmm. commençait à vouloir, tu sais, faire du cop, mais il se lestait fort, tu vois. Ouais. Et donc, il a juste empiré le truc et pendant des semaines, il avait mal après, je me souviens. Donc, ouais, c'est typiquement l'exemple sur lequel, enfin, éviter peut-être de mettre une contrainte trop agressive dès le début, en fait, c'est ça, Ouais. tout simplement. Ouais. Et également, je dirais éviter de ne faire que de l'ISO. Parce que par Ouais. exemple, dans le cadre d'une lésion musculaire, on sait que ben, le mode de contraction excentrique est celui qui nous permet d'avoir davantage de remodelage au niveau tissulaire. Ça ne veut pas dire que c'est mieux ou pire, mais il ne faut pas faire que l'ISO et se priver des bénéfices du reste de mode de contraction ou d'autres modalités de traitement. Donc, je dirais à la limite, plus retenir ça. Et puis peut-être que si, enfin, je veux dire une bêtise, mais si tu as mal, par exemple, sur la phase excentrique du squat, quand tu es tout en bas, par exemple, à un adducteur, bah, peut-être que l'iso sol, ça va pas être, tu vois, ça va pas être suffisant ou que en fait, quand tu vas repartir, tu vois, ça fait plus partie c'est plus l'ingrédient de la recette, en fait, comme tu le disais. Ouais. C'est ça. Et après, petit à petit, rajouter d'autres ingrédients qui te Mmh. rapprochent au mouvement et qui, petit à petit, te font tendre, moi je le vois comme ça, que tout ce qu'on fait soit utile, soit au service de ce que va mettre en place le coach, de ce que va mettre en place l'athlète. C'est tout le but de ce que je fais. Ouais. C'est... Et en fait, toi, tu dirais que du coup, c'est quoi le grand principe à garder pour, justement pouvoir se remettre d'une blessure ou, tu vois, genre, tu sors d'une lésion, enfin, blessure ou douleur, tu vois, peu importe, tu as vraiment un truc qui s'est passé et tu vois, tu es d'un point A, tu te dis: «OK, j'ai mal, je peux pas faire ça». Comment est-ce que tu fais pour, par exemple, revenir, à un point B? Donc là, c'est très général, mais peut-être, Si j'avais une chose à transmettre, une seule chose, euh, ça serait le fait que tu vas devoir bosser, tu vas devoir apprendre à gérer ta blessure, apprendre à gérer tes douleurs, parce qu'en force athlétique, c'est hyper récurrent d'avoir des douleurs, même si ce n'est pas des blessures graves qui vont mmh, euh, t'empêcher de t'entraîner complètement ou te dire, ben, là aujourd'hui, je n'ai pas du tout m'entraîner parce que tu as toujours des choses que tu peux adapter, ouais. tu vois. Mais il va falloir apprendre à gérer ça.
Il va falloir apprendre à se dire qu'il y a des périodes où tu vas avoir mal. Tu vas essayer de les gérer au mieux possible. Et le but, c'est pas juste d'ignorer et d'enchaîner des périodes douloureuses et d'entretenir ça, parce que sinon, tu ne vas pas durer. Mais il va falloir se familiariser un peu avec le fait de, OK, je vais avoir des petites douleurs ici et là. Je vais mettre en place des choses et je vais me donner les moyens d'apprendre à gérer mes blessures, les exercices que je vais faire à côté, gérer mes charges d'entraînement, etc. Donc, je pense que la chose la plus importante, c'est un peu le mindset de ce côté-là Ouais. qu'on peut avoir face à ça. Parce que sinon, c'est sûr, tu ne vas pas durer. Si à la moindre douleur, tu te mets à paniquer, tu te dis bon, mais j'arrête pendant 2 semaines, après je reprends, ça va être un cercle vicieux. Et c'est sûr que tu ne vas pas durer dans le sport, Mhm. c'est certain. Donc, je dirais ça et aussi le fait de se dire que c'est. Là, par exemple, si toi te blesses, si toi tu te blesses, Romain, je te le souhaite pas. C'est toi qui va te soigner. Mhm. Euh, c'est pas moi qui va te soigner. Tu vois, si tu viens en réhab avec moi, c'est pas moi qui va te soigner. Moi, je vais t'aider à que tu te soignes toi, mais Ouais, c'est ouais, ouais. toi qui va te soigner. Et tout ce qu'on va faire, que ce soit, même si maintenant tu vois quelqu'un en présentiel qui te masse, qui te manipule ou autre, ce qu'on cherche à faire, c'est juste d'induire des stimuli dans ton corps pour créer des adaptations derrière. Et ce stimuli, il peut venir de moi, il peut venir de toi qui fais un exercice, il peut venir d'une machine et ces stimuli ils vont être différents. Mais moi, ce que je veux, c'est induire les bonnes adaptations pour toi. Et là, ben, c'est à moi de choisir les stimuli que je mets. Ouais, en Donc, fait, toi, tu es c'est là un pour peu faire la ça recette de là. cuisine. Exactement. Ouais. Mais c'est toi qui vas cuisiner, manger. Ok, c'est ça. Et est-ce que tu t'es déjà retrouvé justement en FA dans des situations un peu atypiques, tu vois, où, avec des douleurs ou des gènes qui étaient, je sais pas, hyper spécifiques, et tu t'es dit, putain, c'est bizarre ce truc-là, tu vois. Euh, spécifique par rapport à. Bizarre par rapport à la F1, Ouais, par exemple, ouais. par rapport au mouvement qu'on fait. Laisse-moi réfléchir. Mais il y en a toujours un ou deux qui ont des trucs, tu te Ouais, dis, bon, ouais, c'est possible qu'ils soient fait ça. Euh, non, pas tant que ça. En fait, il y a si des douleurs à la. Là, j'ai une athlète qui a des douleurs à la cheville. ouais. C'est rare d'avoir des douleurs à la cheville. Mais bon, je pense il y avait peut-être un contexte, un background où il y avait peut-être déjà des choses qui, entre guillemets, fonctionnaient pas bien et qui sont manifestées sur une période de charge d'entraînement un peu plus élevée ou autre. Euh, mais c'est pas la F1 normalement qui met énormément de contraintes au niveau de la cheville ou qui crée des grosses souffrances au niveau des chevilles, quoi. Donc Ok. ça, c'est vrai que c'est rare. Mais finalement, la plupart des gens consultent pour les épaules, le dos, pas du dos, fesses, hanches. Et en soi, par rapport au type de mouvement qu'on fait, au type de demande qu'on met sur notre corps, c'est le plus récurrent. Bah ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Donc, Et donc, globalement, en fait, les gens, ce qui viennent, c'est ils ont une douleur à un endroit précis et ils disent ok, sauve-moi, tu vois, c'est ça le truc? bon, ça dépend des attentes, mais ouais, ça m'est déjà arrivé. Bon, dans un mois, j'ai une compète, mais là, je peux rien faire. Bon, on va faire ce qu'on peut, mais parfois ça marche très bien. Et parfois, dès le début, on trouve les bons axes de travail et on met en place ce qu'il faut. Et il y a une très bonne réponse en quelques séances, voire quelques semaines. Parfois, je n'ai pas tous les éléments qu'il me faut suite au bilan et j'ai besoin de quelques premières semaines de test où il y a deux, trois choses à modifier pour finir d'optimiser la réhab. Et parfois, bah, tout simplement, les délais de cicatrisation ou de guérison sont plus longs. Donc enfin, c'est comme ça, on ne peut pas accélérer Ouais, davantage ouais. les choses. Euh, mais ouais, en général, les gens viennent vers moi. La plupart du temps, c'est pas je suis pas leur première option et ça me paraît normal aussi parce que Mhm. ben déjà le fait que ce soit à distance parfois ça Ouais, ça freine les un gens peu. sont un peu réticents ce que je comprends aussi parce que Mhm. c'est pas classique hein, c'est pas conventionnel. Également le fait que moi je suis pas conventionné avec la Sécu, c'est-à-dire que c'est un peu comme d'un point de vue paiement, c'est comme un coaching en fait. Ouais, C'est un ouais. suivi au mois qui n'est pas pris en charge par les mutuelles, Sécu, etc. Donc je comprends ces davantages d'investissement de ce côté-là. Et on va pas se mentir, c'est moins sexy parce que je donne des exos, je donne des adaptations à l'entraînement et c'est beaucoup plus euh, simple de se dire bon ben je vais aller me faire masser et Mhm. j'espère que ça va, tu vois. Donc c'est la solution un peu moins facile. Mais à long terme, je pense que c'est ce qui marche aussi. Donc, en général, je suis un peu pas le dernier recours, mais je suis pas la première personne qui consulte. La plupart du temps, c'est j'ai déjà vu deux, trois kinés et du coup, ça a plus ou moins marché ou pas du tout.
ou ça a marché, mais c'est revenu, du coup, je reviens vers toi. Voilà. Ok. Et du coup, toi, tu as fait les deux, hein, tu as fait du présentiel aussi, hein. Ouais, j'ai bossé, j'ai eu mon diplôme de kiné en 2021. Et après, j'ai fait en kiné, parfois on fait des remplacements, c'est-à-dire que c'est un kiné qui part en vacances, tu le remplaces, mais c'est dans Mm. des cabinets que tu connais pas ou autre. Moi, je me suis installé assez vite dans un cabinet avec des collègues chez qui j'avais déjà été en stage. Donc j'ai fait 2 ans là-bas, j'ai cumulé pas mal d'expérience finalement en 2 ans dans plus domaine kiné musculo-squelettique et kiné du sport. Pendant ce temps-là, j'ai fait la formation de kiné du sport. Et au bout de 2 ans environ, ben, j'ai commencé à proposer, à lancer mon activité. Ça, c'était en. Là, on est en mars, donc ça fait un an. Ça fait un an, un peu plus. Et en juillet dernier, j'ai arrêté le cabinet parce que je déménageais. Donc je me suis dit, bon, vas-y, je me donne 3 mois pour développer mon activité à fond. Si ça marche bien, ben, je reprends pas le cabinet. Si ça marche pas bien, ben, je reprends le cab. Et Ouais. ben, ça marche bien. Donc pour l'instant, je Bon, continue. tant mieux. Tant Ouais, c'est mieux. cool. Et du coup, toi qui as vu un petit peu les deux, est-ce que tu vois des inconvénients ou des avantages au fait d'être à distance, peut-être pour rassurer les gens et se dire, bah, tu vois, quelqu'un qui connaît pas, il se dirait, bah, moi, j'aurais plus tendance à voir quelqu'un en présentiel. Est-ce que tu vois un truc qui, peut-être, tu vois, pourrait permettre aux gens de faire un petit peu leur choix, quoi? Ouais, ce- c'est ce que je dis toujours parce que comme je travaille à distance, les gens ils se disent c'est juste que tu veux pas travailler en présentiel. C'est pas ça. C'est que je pense que les gens ils gagnent plus à avoir quelqu'un à distance, mais qui comprennent les demandes du sport et qui s'intéressent à leur contexte, qui soit vraiment dans le côté accompagnement, que voir quelqu'un en présentiel, mais qui n'est pas ça. Si tu arrives à voir ce que je propose et en présentiel, viens pas vers moi, tant mieux pour toi. Tu vois. Et moi, au contraire, parfois, moi, ça me manque aussi le présentiel, déjà parce que ben, j'aime bien travailler proche des gens et être sur l'aspect présentiel. Et de deux, parce que parfois, j'ai des choses que j'aimerais mettre en place en termes de thérapie manuelle ou lors du bilan, certains tests que j'aimerais faire en présentiel, que je ne peux pas faire aussi bien ou que je ne peux pas faire du tout à distance. Donc parfois, tu vois, pour moi aussi, c'est des inconvénients. Mais si je pèse le pour et le contre, euh, j'y gagne plus à être à distance si c'est la seule possibilité pour pouvoir toucher des gens Donc, qui font de la FA. Parce qu'il n'y a pas tout le monde. Le problème, c'est ça, c'est que finalement, la FA, il n'y a pas tout le monde qui connaît, pas tous les kinés qui connaissent. Et que ben, même si tu es kiné du sport, si tu t'intéresses pas spécifiquement au sport ou si tu fais pas une petite analyse derrière du sport, c'est pas du tout pareil que les autres sports collectifs ou foot ou autres que tu peux voir en formation de kiné du sport ou en formation initiale. Enfin, en formation initiale, tu vois autre chose dans le sport, mais donc finalement, ça dépend de ce que te propose le kiné que tu as à côté de chez toi ou le kiné chez qui tu vas, de voir si c'est bien ou pas de le faire à distance. Ce ok. qui est bien aussi à distance, c'est que ben, par exemple, imaginons, toi, tu n'as pas trop le temps d'aller chez le kiné. Ben, là, tu as ton programme. Tu fais les exercices quand tu veux. Tu me fais les retours quand tu veux. Donc, il y a aussi cet aspect liberté niveau temps pour les personnes qui travaillent avec moi. Ça, c'est cool. Et tu vois, moi, c'est marrant parce que, bon, moi, je m'étais fait mal. Et bon, à l'époque, je te connaissais pas parce que sinon, malheureusement, je serais venu chez toi. Mais en fait, je suis passé par deux, trois kinés donc en physique. Donc, j'y suis allé en présentiel, etc. Et donc, effectivement, il y avait ce que tu me disais, donc, ils connaissaient pas forcément le sport, etc. Donc, c'était un peu délicat, tu vois, de faire des pal of press avec des résistances élastiques de 5 kilos. Et je me suis dit, bon, Ouais, bah, oui, enfin, tu vois, ça va pas ouais, changer grand-chose. Mais je pense, enfin, en fait, du coup, mon souci a été réglé aussi en partie grâce à des kinés en ligne. Et en fait, moi, j'aurais tendance à me dire que bah, moi, je vois plus d'avantages au fait de le faire en ligne parce que je me dis, en fait, le kiné, bon, déjà, il peut être un petit peu tout le temps avec toi. Et tu vois, comparé au présentiel où c'est un petit peu du one-shot, même si en général, il propose des suivis, tu sais, tu le vois une fois par semaine. Là, si tu as 3-4 séances de réhab dans la semaine, ça peut aller beaucoup plus vite, en fait. ouais, c'est ça. Finalement, tu vas faire plus de séances de réhab. Mais ça doit correspondre à quelqu'un aussi qui est assez autonome, pas forcément autonome, parce que je suis toujours dans l'accompagnement et dans le fait Mm. de guider les gens, même s'il n'y a pas forcément d'autonomie complète. Mais tu sais que tu vas pouvoir bosser les choses de ton côté. Et tu vois que tu vas avoir quelqu'un pour t'aider à côté, mais tu sais que c'est toi qui vas devoir faire le taf. Donc si ça te correspond, ça marche super bien, le distanciel. Et ça n'empêche pas de faire les deux. C'est-à-dire, moi, il y a beaucoup de gens chez qui, suite au bilan, je me dis, lui, je pense que cette personne-là, ça serait intéressant qu'elle ait de la kiné en présentiel pour avoir un peu de thérapie manuelle. C'est un très bon outil, finalement, pour soulager les douleurs. C'est pas la seule chose qu'il faut faire, mais c'est un très bon outil, autant l'utiliser.
Donc, je les envoie voir un kiné qui fasse la partie thérapie manuelle, qui peut-être ne connaît pas du tout le sport. Moi, j'ai mon bilan, je sais les axes de travail. Donc, parfois, ça m'arrive d'envoyer un message où j'envoie un message à la personne et lui montre au kiné ce que moi j'ai trouvé lors du bilan, ce que je pense que ça serait intéressant de travailler ou pas. Le kiné fait la partie thérapie manuelle en présentiel, etc. La personne fait, allez, 1, 2 séances par semaine pendant 2, 3 semaines. Et à côté, ben, on fait toute la partie distancielle, qui est vraiment le gros du traitement et le gros qui va te permettre de vraiment te soigner, pas juste te soulager. Ouais, c'est ce que Donc, j'allais te dire, parce qu'en fait, si c'est tu vas chez le complémentaire. kiné, il va te masser un petit peu, etc., potentiellement, mais est-ce que c'est ça qui va régler les douleurs? Tu vois, je suis pas sûr. Ouais, après, il y a aussi, attention, il y a des kinés aussi qui vont vraiment s'intéresser à ton sport Ouais. en présentiel et qui vont vraiment chercher à faire quelque chose d'optimal pour toi et qui vont pas faire que de masser. Et j'ai rien contre le massage, au contraire, c'est un bon outil pour soulager. Et si le fait de te soulager peut te permettre de mieux faire les exercices de réhab derrière, je prends. Ouais, ouais, bien sûr. Je Bien sûr. prends. OK. Euh, donc voilà, si tu as la chance de tomber sur un kiné qui vraiment s'intéresse à tout ça, tant mieux pour toi. Mais si tu n'as pas cette chance-là, ben, peut-être essayer de voir quelqu'un qui propose ça, même si c'est à distance. Et il y a un truc que tu as dit que j'ai trouvé très juste, c'est que tu parles de soulager la douleur parce que finalement, quand les gens ont déjà une douleur, enfin, tu sais, souvent ils s'attendent à ce que pendant la réhab, il y a rien du tout qui se passe en fait, qu'il y ait aucune douleur. Est-ce que tu penses que justement, quand tu as des douleurs comme ça, est-ce qu'il faut absolument chercher à fuir toute forme de douleur ou alors est-ce que ça fait partie du process? Alors, il ne faut pas tomber dans les deux extrêmes. Parce que si tu dis, OK, ben, je fais rien qui me fasse mal, c'est très probable que les choses que tu fasses ne soient pas assez puissantes pour induire des adaptations au niveau de tes tissus et Mmh. pour du coup t'améliorer sur le long terme. Par contre, si tu t'entraînes sur un seuil de douleur qui est trop haut, ben, imaginons que tu as mal au développé couché et que tu dis, bon, ben, j'ai mal à 6, 7 sur 10, mais je continue, j'entretiens, j'entretiens. Mais ton corps, il va petit à petit associer développé couché et douleur. Et que Ouais. même après, quand tu vas redescendre les charges, l'association, elle sera toujours faite. Et ça, c'est très compliqué après à dissocier. Donc, ouais, tu vas irriter davantage tes tissus. Donc, finalement, ce que je conseille toujours, encore une fois, il n'y a jamais de règle absolue, mais en général, je conseille de s'entraîner, si possible, si on peut faire ce que j'ai mis dans le programme et que du coup, risque d'induire des vraies adaptations, si tu le fais pain-free, tant mieux, Ouais. tant mieux. Mais à condition qu'il y ait de l'intensité, forcément. Euh, Si tu le fais à 2, 3 sur 10 de douleur, que ça ne s'accentue pas à force de répéter, que ça ne s'accentue pas tes douleurs dans le quotidien, le lendemain de l'entraînement ou autre, on prend, on tolère. Si ce n'est pas le cas et que ça a tendance à t'irriter, ok, ben on baisse un peu l'intensité et on y va plus progressivement ou on voit si carrément on change d'exercice ou d'axe de travail ou autre. Bref, on adapte par rapport à ça. Et j'allais dire un autre truc que j'ai oublié. Et oui, et aussi, en général, dans mes réhab, même si la personne va assez bien, je commence un peu en dessous de là où elle est ou là où elle veut arriver. Comme ça, je suis sûr que je ne vais pas l'irriter davantage. Ouais. Donc, ouais, il y a ça aussi. Parce que je pense que ça peut faire peur aussi quand tu sais, tu te dis justement, je suis dans ma réhab et tu commences et que d'un coup ça te fait mal, tu te dis, mais attends, c'est quoi le. Ouais, c'est ça aussi, c'est voir quel seuil de douleur tu as, quel niveau de douleur. En général, ce que je dis, je recommande d'aller jusqu'à 3 4 maximum. Euh, Si vraiment on sait que c'est une pathologie avec laquelle on peut se permettre d'avoir un peu plus mal, ben, je vais dire 4. Si la personne est plus en phase irritable et je sais que si je lui dis 4, ça va l'irriter quand même le lendemain ou autre, je lui dis bon, mais tu restes pain-free ou à 1 sur 10, quoi. Ouais. En fait, ce que Donc tu ça cherches à dépend. faire, c'est que la douleur, elle ait le moins d'impact possible sur leur quotidien, en fait, c'est ça? Ouais, ouais, il y a ça aussi. Il y a déjà l'aspect dans le quotidien parce que c'est quand même chiant d'avoir mal Mm. au-delà de l'entraînement. C'est chiant. Et, euh, et ouais, c'est un bon marqueur aussi les douleurs dans le quotidien, au-delà de l'entraînement. Je sais que normalement, quelqu'un qui a mal dans le quotidien et à l'entraînement va moins bien que quelqu'un qui a mal que à l'entraînement quand il monte sur du lourd. Donc ça aussi, ça me donne des indices pour voir si j'y vais de façon plus ou moins intense sur les exos. Ok.
Et est-ce que tu aurais quelques conseils à ce moment-là à donner pour peut-être des gens qui chercheraient à faire de la prévention de la blessure ou peut-être juste à revenir de blessure, quoi? Ouais, alors par rapport à l'aspect prévention, c'est complexe. Déjà, il faut comprendre qu'on ne peut pas. Tout ce qu'on fait ne prévient pas. On Mhm. diminue le risque, on met toutes les chances de notre côté, mais ça ne nous assure rien du tout. Et même si tu fais toute la prévention que tu veux, tu vas quand même te blesser. C'est sûr. Sauf si vraiment tu t'entraînes sur des Ah. intensités hyper basses. Ouais, voilà. Ou sur Et des encore, il y a intensités des gens hyper qui ont basses. mal au dos à force de rester Ouais, assis. voilà. Exactement. Donc déjà comprendre ça, que tout ce qu'on fait, c'est que mettre des chances de notre côté. Ensuite, par rapport à l'aspect prévention, alors d'un point de vue plus conseil général, ça Mhm. serait chercher à gagner en mobilité active sur les mouvements qu'on fait. Euh, donc mobilité active, c'est être capable d'aller dans une amplitude, être capable d'appliquer de la force dans cette amplitude, être capable de contrôler son corps dans cette amplitude. Euh, Varier également les différents angles de travail qu'on peut bosser, apporter de la variabilité dans les mouvements. Sur le dos, on a tendance à beaucoup moins travailler tout ce qui est rotation, tout ce qui est inclinaison. Donc bosser sur ça, sur de la mobilité, sur du renfort ou autre. Ça, c'est des conseils plus généraux. D'un point de vue individuel, le top reste d'appliquer ça, mais également de s'analyser par rapport à les anciennes blessures qu'on a eues, parce que c'est très probable, j'ai que des pouces. Putain, incroyable. Je disais, s'analyser sur les anciennes blessures qu'on a eues, parce que c'est très probable que tu n'aies pas fait une rééducation à fond, en vrai, si tu n'as pas été super bien encadré. Donc, sûrement, tu traînes des déficits, des petites séquelles ici et là. Donc, s'analyser par rapport à ça et travailler du coup sur les potentielles séquelles. Et s'analyser également par rapport à ces maillons faibles. Mais c'est hyper dur de se bilanter ou de s'analyser. Il faut très bien se connaître. Et c'est ça qui est difficile. C'est que individualiser la prévention, c'est dur de le faire soi-même. Mhm. Et Mais toi, du coup, déjà, d'un point de vue général, c'est déjà bien de mettre en place ça. ok. Et toi, du coup, c'est un service que tu proposes en fait. Les gens, ils viennent te voir parce qu'ils ont un problème, c'est ça? Sur l'aspect prévention, Est-ce que, enfin, globalement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que toi tu proposes pour justement aider les gens qui ont ouais. des blessures, quoi? Ben, du coup, moi, ce que je propose, c'est des suivis et les problématiques peuvent être. Il peut y avoir plusieurs problématiques. La plupart du temps, quand les gens viennent vers moi et qui sont prêts à payer un suivi, c'est parce qu'il y a des douleurs. Parce qu'en vrai, Ouais. c'est la principale plainte et Mhm. personne ne va payer pour de la prévention. On va pas se mentir. Ouais, bien C'est sûr. comme ça, personne ne va payer pour de la prévention. Euh, Par contre, il y a des athlètes avec qui je bosse, chez qui ben, on a mis en place un suivi pour l'aspect douleur, blessure. On a rééduqué ça, on a complètement soigné ça. Et après, ils se disent, bon, mais en fait, je me rends compte que ce qu'on fait, ça m'aide également pour l'aspect performance et je me sens mieux suite à mes entraînements, au-delà de l'aspect douleur. Et je sais que ben, parfois sur certains blocs, moi je te voyais Brian pour le dos, mais je sais que parfois l'épaule, ça a tendance à me poser problème. Est-ce qu'on peut prolonger le suivi quelques mois pour voir si on peut travailler sur l'aspect prévention ou autre. Du coup, il y a des gens qui viennent en prévention sur des trucs qu'ils savent que ça va arriver sur des prépas ou ils savent que ça va arriver sur des blocs plus intenses. Euh, donc, je propose ça. Et également, j'ai déjà été amené à travailler plus sur l'aspect asymétrie où la personne vraiment se sentait pas à l'aise par rapport à ces asymétries. C'est quelque chose qui posait problème. Donc, on a travaillé sur ça, au-delà de l'aspect douleur ou autre. Donc voilà, finalement, c'est vrai que c'est ce que je dis. Je ne fais pas qu'une chose, je ne traite pas que les douleurs ou je ne traite pas que l'aspect prévention. J'utilise mes compétences et je demande la problématique de la personne. OK, ben si je pense que mes compétences peuvent aider à traiter cette problématique-là, que ce soit une douleur, que ce soit une blessure sans forcément beaucoup de douleur, mais qu'il faut quand même réhabiliter, ou que ce soit l'aspect prévention, ben je vois si ça rentre dans mon cadre de compétences et on y va ou on n'y va pas. Et pour le coup, parce que moi je sais que j'ai des athlètes qui ont été suivis par toi, etc., c'est que tu as une approche qui est assez enfin, bien pour un kiné, c'est que du coup, bah, tes athlètes, souvent, tu les gardes pas longtemps. Parce que bah, ils ont une blessure, mais que souvent, c'est réglé vite, en fait. Ouais, ben moi, alors, c'est pas que je veux pas garder les gens longtemps, mais déjà, si les gens restent pas longtemps avec moi, c'est la plupart du temps, c'est bon signe. Ça veut dire Mm. qu'on a traité leur problématique plus loin, plus vite, pardon. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter à la fin du suivi. Mm.
Et que la plupart du temps, quand les gens arrêtent le suivi, ben, soit parce que d'un point de vue économique, ils disent, bon, mais Brian, j'ai le coaching à côté et tout, c'est un peu compliqué. Je comprends tout à fait, c'est normal. Ouais. C'est normal. Mais je leur donne toujours des outils pour continuer après de leur côté, parce que c'est sûr que même si on a traité leur douleur en un mois et que ça va très bien, s'ils arrêtent le travail là, ben, les problèmes, ils vont revenir. Si tu reviens aux choses que tu faisais avant, tes problèmes, ils ne vont pas changer. Ils ont juste été modulés pendant un mois parce qu'on a mis quelque chose qui était bien pour toi, mais après, si tu arrêtes, ça va revenir. Donc, ouais, forcément, moi, mon but, c'est de m'adapter aux problématiques de chacun, aux possibilités de chacun. Il y a également des gens qui viennent vers moi, ils me disent, bon, ben, je peux faire comme moi avec toi. On sait très bien qu'au bout d'un mois, par rapport aux douleurs qu'ils ont au début, on n'aura pas fini, mais on essaie d'avancer le plus possible, leur donner des outils pour après continuer de leur côté, et on aura fait ensemble une partie du chemin, et on va essayer de faire en un mois le plus possible de chemin ensemble. Donc moi, je le vois comme ça, et ben, forcément, si on a fait tout le chemin, ben, tant mieux. Ouais, bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, ça fait quand même une bonne différence si tu viens et qu'au bout d'un mois, parce que souvent aussi, il y a des trucs que les athlètes, ils traînent depuis longtemps, et puis j'imagine que quand tu traînes ça, enfin, plus tu traînes ça depuis longtemps, plus ça peut prendre du temps, en fait, à... Ouais. Ouais, mais parfois c'est pas forcément le cas. Mais oui, la plupart du temps, ouais, plus tu l'as traîné, plus ça traîne. C'est pour ça que c'est bien de consulter tôt aussi, parce que ça te revient moins cher sur le long terme. Et mais tu vois, par exemple, là, je bosse avec un athlète d'Eliam, Ilan, je sais pas si tu vois qui c'est. Mhm. Ben, lui, par exemple, il traînait des problématiques depuis un beau moment. Et ben, c'est juste qu'il n'avait pas encore mis en place les axes de travail qui allaient vraiment être game changer pour lui, tu vois. Et en fait, on les a mis en place, on les a identifiés très vite. Et ben, là, il a mis une story hier, il m'a fait ses retours hier. En une semaine, c'est presque parti. Et c'est pas tout le temps comme ça, hein, c'est pas Ouais, bien sûr. la réhab champagne, hein, mais tu vois, quand ça arrive, t'es bien content, tu vois. Tu te dis, bon, mais c'est cool pour lui quand même, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes d'autant plus que ça peut être, j'imagine que ça peut être un peu lourd pour toi aussi parce que, enfin, par certains aspects, tu peux être aussi le bureau des plantes, tu vois? Je me dis, les gens, ils ont mal partout, à chaque fois, ils viennent te voir après à la fin de l'entraînement, c'est la fin du monde, quoi. C'est ça, et puis moi, ça me frustre aussi Bah ouais, je quand comprends. ça traîne ou quand. Moi, vraiment, ça me prend la tête quand il y a un athlète qui évolue pas bien ou autre. Vraiment, ça me fait chier. Euh, donc, bon, ça, c'est bien aussi de travailler à distance et de travailler pas forcément euh, sur l'aspect conventionné qui n'est classique. C'est que je prends le temps nécessaire à chaque athlète. Et il y a des athlètes avec qui on aura identifié les axes de travail très vite lors du bilan et chez qui les suivis vont me prendre beaucoup moins de temps. Pas parce que je ne veux pas m'investir plus, Mmh. mais parce qu'on a traité les bonnes problématiques, ben, on ne change pas une équipe qui gagne. Tu vois, Ouais, après, on va faire évoluer les exercices petit à petit, tu vois, mais la plupart du temps, ben, l'athlète, si tout va bien, il va pas me faire des retours suite à chaque entraînement en me disant, bon, mais aujourd'hui c'était OK, bon, mais aujourd'hui c'était OK, bon, ben, ouais. aujourd'hui j'avais pas mal. Mais non. Du coup, forcément, ça me prend moins de temps. Euh, mais il y a quand même les résultats. Et il y a des athlètes chez qui ben, je sais que je vais devoir dédier plus de temps parce que peut-être on n'a pas trouvé les bons axes de travail dès le début, ou il y a des choses à ajuster, il y a des choses à modifier. Et du coup, je dédie le temps nécessaire à chacun. Et peut-être un jour, une semaine, c'est l'athlète A chez qui je vais passer moins de temps, l'athlète B plus et à la semaine prochaine, peut-être c'est l'inverse, tu vois. Alors que le problème, c'est qu'en cabinet, c'est demi-heure tout le monde. Si tu as de la chance, c'est demi-heure qu'avec toi. Et si tu es dans un cabinet où le kiné il prend 4-5 patients en même temps, bon, ben, change de cabinet. Euh, mais ouais, du coup, c'est ça qui est bien aussi à distance. C'est que vraiment, je dédie le temps nécessaire à chaque athlète. Est-ce que tu as un contenu que tu recommandes, tourner autour de la blessure ou de la réhab en force athlétique? Le mien, déjà. Non, mais non, après, forcément, il y a d'autres comptes qui sont intéressants. Il y a Margot, il y a Victoria. Euh, Margot, c'est Margot Powerlift. Victoria, c'est Human Movement Therapy, je crois. Et toi, où est-ce qu'on te retrouve? Moi, c'est Relief Rehab, du coup. Mais ça, il y aura un lien en description. Ça, c'est sûr. Euh, En anglais, le truc, c'est que il y a des trucs chez Squat University qui sont bien, Ouais. il y a des trucs qui sont pas bien. C'est à prendre avec des pincettes, mais si je devais faire le pour et le contre, il y a un peu plus de bien que de mal. Donc, bon. Euh, il faut juste garder un esprit critique par rapport à ça. Après, le truc, c'est que j'en ai, mais qui sont beaucoup plus techniques.
Donc, Ouais, ok. Donc, s'il y a peut-être des gens qui sont pas hyper initiés, ils risquent de se perdre un peu dans ce qu'ils disent, quoi. ouais, exactement. Ben, par exemple, en France, c'est un peu plus technique. Je sais pas si tu suis Fred Kos. Si, si, ouais. Ouais. Ben, c'est un peu plus technique, mais si tu as quelques connaissances, c'est super intéressant. Surtout que lui, il parle pas que de. Enfin, lui, il parle pas de F1 en particulier. Il a fait quelques posts au sujet, mais lui, il parle de tous les sports. Donc ouais, lui, c'est intéressant, je trouve. Ok, Ce qu'il super. propose. Est-ce que tu as un mot de la fin? C'est la Euh, question piège, c'est à chaque fois. ouais. Mot de la fin. Faites vos renfos. Parce que déjà, non, mais ça, c'est de la prévention. Hmm, Ça, c'est de la prévention. Et c'est un moment où, pour les coachs aussi, vous pouvez axer les renfos un peu en mode préhab. Tu vois. Ça ne veut pas dire que ça va être le focus principal de ton renfo ou de tes assists, mais déjà, tu vas pouvoir l'axer un peu à ce niveau-là. Donc, euh, donc ouais, je dirais ça. Et surtout, s'écouter. S'écouter parce que le corps te donne toutes les infos dont tu as besoin pour adapter tes charges d'entraînement et pour adapter. Il y a des semaines où ça va pas aller, où tu vas devoir adapter tes charges d'entraînement. Il y a des semaines où ça va pas aller, mais par rapport à tes objectifs, ben, tu vas quand même pas l'adapter parce que c'est comme ça. Donc, il faut s'écouter par rapport à où est-ce qu'on en est d'un point de vue pro, d'un point de vue perso, d'un point de vue objectif sport, d'un point de vue comment je me sens, d'un point de vue douleur ou autre. Donc, je dirais ça. S'écouter et adapter quand il faut adapter. Pour les athlètes qui seraient intéressés, peut-être qui traîneraient des douleurs tournées autour de la force athlétique, comment est-ce qu'on fait pour travailler avec toi? Ouais, ben, tout simplement m'envoyer un message sur Insta, relift.rehab. Et sinon, ils peuvent déjà anticiper d'aller regarder la vidéo qui a un lien sur ma bio, qui Hmm. explique le mode de fonctionnement d'une rehab. Donc, ils regardent ça. Si ça leur convient, ben, ils m'envoient un message et je leur informe par rapport au reste des modalités et comment ça se passe. Ok. Ah, merci beaucoup, Brian. Je pense que ça aurait aidé pas mal de gens et en espérant que les gens finissent pas en miettes et puissent écouter tes conseils, quoi. Mais ouais, je le souhaite aussi. Et merci pour l'invitation, Romain. Ouais, pas de souci.